Et je commence par Emmanuel Berthaud, qui représente l'association Négawatt. Alors, l'association Négawatt, depuis son dernier scénario, est devenue une star des ONG en matière de prévision et puis d'analyse du marché. Le scénario Négawatt, c'est le scénario qui détermine en priorité de jouer sur la sobriété, c'est-à-dire réduire la consommation. Ensuite, faire de l'efficacité énergétique, donc travailler sur les systèmes, et introduire les ENR de façon assez massive dans le mix énergétique. Donc, vous, votre intervention, c'est pourquoi faut-il définir les réglementations thermiques en énergie primaire. Donc, j'espère qu'au bout des 7-8 minutes de votre intervention, les choses seront beaucoup plus claires pour tout le monde. Emmanuel, à vous. Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc déjà, je vous remercie d'avoir pensé à Négawatt pour répondre à cette question. Le travail de l'association est de plus en plus reconnu et pour ma part, c'est très bien. Alors, qui sommes-nous déjà? Donc Négawatt est une association, tout d'abord, qui a été créée en 2001 par des personnes de terrain. C'est une association de personnes physiques et pas de structures qui se sont regroupées autour d'une idée très simple qui est que l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et bon, on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois. L'objectif justement de la création de cette association, c'est de pouvoir quantifier cela, quantifier la non-consommation d'énergie et pouvoir représenter un autre modèle énergétique français par l'intermédiaire de scénarios énergétiques. Donc le scénario 2011, qui est a priori bien abouti maintenant, est la troisième version, donc qui est un aboutissement de 10 ans de travail de différents experts de l'énergie qui constituent l'association Négawatt, qui maintenant regroupe plus de 1000 membres. Et pour aussi pouvoir démultiplier les possibilités d'intervention et de diffusion de cette problématique et de ces principes, il y a eu également la formation d'ambassadeurs dont je fais partie. L'association Négawatt a aussi créé assez récemment, en 2009, un institut Négawatt pour pouvoir faire des formations et des missions de recherche et d'études autour justement de cette démarche Négawatt. Alors, pour répondre à la question pourquoi définir les réglementations thermiques en énergie primaire, déjà, pourquoi fait-on des réglementations thermiques? Donc, on a eu déjà un petit historique par M. Pétsac, je vous remercie. Donc, je vais arriver directement à la conclusion, c'est-à-dire que les réglementations thermiques sont un objectif macroéconomique et environnemental. On a bien vu les chocs pétroliers. Ensuite, après 86, en particulier par rapport à la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi aux problématiques de pluie acide, de dérèglement climatique, etc. Il y a une prise de conscience de la problématique globale de l'énergie. Et aujourd'hui, on a des réglementations thermiques pour le neuf et également pour l'existant, vous en avez parlé, qui se doivent de prendre en compte l'ensemble des enjeux énergétiques qui sont l'empreinte écologique avec un problème de ressources que je ne vous apprends pas, également différentes pollutions de l'air, de l'eau, également des déchets à prendre en compte. Deuxième point et non des moindres, le changement climatique. Et enfin, des risques sur la santé humaine, et en particulier les risques industriels, et je pense là au nucléaire. Alors, quelques petites illustrations justement pour présenter les énergies qui sont en crise, avec la fin du pétrole facile, des fossiles faciles même plus largement, le dérèglement climatique qui est déjà une réalité, c'est plus dans le futur, c'est déjà une réalité qu'il faut prendre en compte. Et puis cette épée de Damoclès de risque nucléaire qui, on l'a vu malheureusement, n'est pas des moindres, et la France n'est pas exempte de ce risque non plus. Donc, obligation d'économiser l'énergie, de rechercher justement ces non-consommations d'énergie, et notamment par des réglementations thermiques.
Alors déjà, l'énergie, maintenant qu'on a vu qu'il fallait l'économiser, de quoi on parle? Qu'est-ce que l'énergie? On va représenter les différents flux énergétiques, les différentes formes d'énergie. Alors pour une fois, on va partir de la droite du graphique, de l'énergie utile, c'est-à-dire l'énergie qui nous sert vraiment, qui répond à nos besoins, parce qu'on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin d'uranium, on a besoin de se déplacer, de se divertir, de se loger et de travailler dans des bâtiments confortables, etc., etc. Donc c'est bien des services énergétiques dont on a besoin, qui sont sous forme d'énergie utile, qui nous servent vraiment. Pour pouvoir subvenir à ces services énergétiques, nous allons acheter de l'énergie sous forme d'énergie finale, et entre les deux, vous voyez une flèche grise qui part vers le haut, qui représente les pertes d'énergie qu'il y a entre l'énergie finale et l'énergie utile, dues principalement au rendement des différents équipements et appareils qu'on va utiliser pour rendre notre service énergétique. Ensuite, pour pouvoir acheter cette énergie, il a fallu des transformations du transport, de la distribution à partir des sources d'énergie primaire. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est les ressources naturelles directement disponibles sous forme, voilà, par exemple, dans la diapo, d'uranium, d'hydraulique, gaz, pétrole, on peut en citer d'autres. Et entre les deux, eh bien, on a de la transformation, du transport, de la distribution qui, à chaque fois, engendre également des pertes. Donc, ce sont les fragiles que vous voyez. Donc, au niveau des réglementations thermiques, on va bien sûr agir en premier sur l'énergie utile par l'isolation des bâtiments, une conception bioclimatique, etc. Sur l'énergie finale aussi, en complément, en utilisant des appareils les plus performants possibles, un système de chauffage avec un meilleur rendement possible, par exemple. Mais si on s'arrête là, on occulte une grosse partie du problème, de la problématique énergétique, puisqu'on voit qu'on ne va pas attaquer, entre guillemets, s'attacher à réduire les pertes qui sont au-delà, qui sont entre l'énergie finale et l'énergie primaire. Alors l'énergie primaire, on la retrouve sous deux formes différentes. On a les énergies de stock et les énergies de flux, ou autrement appelées énergies renouvelables. Donc vous voyez sur le graphique, les énergies de stock, ce sont les différents cubes qui là représentent la totalité de l'énergie connue sur la planète Terre. Les réserves complètes, voilà. Et sur le graphique, vous avez aussi représenté un grand cube jaune qui est l'énergie solaire reçue sur la Terre par année. Donc là, on n'est pas sur la même échelle, c'est annuellement. Et toutes les énergies de flux ou énergies renouvelables sont en fait un binôme du Soleil et de la Terre, comme le bois, comme le vent, l'énergie solaire bien sûr directement, etc. L'hydraulique, c'est à chaque fois ce couple Terre-Soleil qui permettent de renouveler sans cesse toutes les énergies. Et puis le petit cube, petit, mais pas si petit que ça, de consommation d'énergie est également une consommation annuelle. Donc on voit la proportion par rapport au stock où on risque d'avoir un problème assez rapidement. Alors vous avez ici la représentation au niveau national de ces flux énergétiques, le graphique qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, on s'est arrêté à l'énergie finale pour une question de simplicité et de clarté du graphique. Et j'ai présenté ce graphique pour représenter justement les pertes énergétiques qu'on a entre l'énergie finale et l'énergie primaire, pour dire que ce n'est pas négligeable. Elle représente plus de 1000 TWh, c'est-à-dire un tiers de la consommation globale d'énergie primaire de la France. Donc, s'arrêter à calculer les consommations d'énergie finale, c'est oublier un tiers de la problématique. Donc, c'est quand même un peu dommage quand, justement, on connaît l'urgence et l'obligation d'arriver à économiser l'énergie. Alors, on peut se poser la question, de se dire, bah oui, mais les lois de la thermodynamique font que pour fabriquer l'électricité, eh bien, il faut forcément faire 2 tiers de chaleur pour 1 tiers d'électricité. C'est une loi physique, on n'y peut rien. Ben, oui, si on reste sur le même paradigme de production centralisée d'électricité, alors qu'il y a
d'autres façons de produire de l'électricité. Par exemple, de la cogénération. On va rapprocher la production d'électricité des lieux de consommation. Et donc, on va se servir des pertes, entre guillemets, sous forme de chaleur pour chauffer des bâtiments, par exemple, et en même temps, on va produire de l'électricité. On parle aussi de plus en plus, et je pense que Jean-Christophe Vizier va nous en parler, de bâtiments à énergie positive, où on a directement de la production d'énergie par le bâtiment. Donc tout ça, c'est des principes notamment qui ont été considérés donc, par l'association Négawatt. Donc, vous avez très bien présenté effectivement les 3 piliers de l'association: sobriété, efficacité, renouvelable. Et l'objectif justement, ça a été par l'association Négawatt de quantifier ces différentes possibilités en sobriété, en efficacité, en renouvelable, en partant des services énergétiques directement de on a besoin de s'éclairer, alors comment on fait, combien on a de bâtiments à éclairer, etc. etc. Et c'est une trajectoire, c'est pas simplement un objectif de dire en 2050 on va arriver là, c'est une trajectoire année par année et même heure par heure au niveau de l'électricité pour l'équilibre offre-demande qui a été réfléchi et établi par l'association Négawatt. Donc là, je vous représente juste la photographie, entre guillemets, des flux énergétiques de la dernière année du scénario, de l'année 2050, où on voit en particulier au niveau des pertes entre l'énergie finale et l'énergie primaire, on n'arrive plus qu'ici qu'à 15%, et 15% même de 3 fois moins d'énergie primaire. On est passé de 3000 TWh à 1000 TWh de consommation globale d'énergie primaire pour la France, et avec seulement 150 TWh de pertes. Donc cette efficacité entre l'énergie finale et l'énergie primaire, il y a vraiment moyen de l'attaquer, entre guillemets, et de gagner en efficacité. Et donc, ce serait vraiment dommage de se priver de cette possibilité-là. Donc, alors, c'est pas une présentation du scénario du scénario Négawatt que je fais là, hein, c'était pas l'objectif. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a d'abord un site, donc negawatt.org, où vous avez tous les graphiques, même en version dynamique, avec la possibilité de retrouver les différentes hypothèses, etc. Et puis également 2 livres. Alors, un gros et un petit, un plus complet et un plus accessible peut-être, enfin peut-être. Les 2 sont accessibles, mais c'est vrai que voilà, celui-là va mettre moins de temps à lire, qui ont été donc réalisés par Thierry Salomon et Marc Géliska de l'association Négawatt. Je vous remercie de votre écoute. Merci Emmanuel. Alors c'est pour moi très clair. Est-ce que sur la présentation spécifiquement, il y a des questions particulières de la salle pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce dont il s'agit? Je travaille à un petit institut bénévole, comme tous les experts, qui s'appelle Institut Énergie et Développement. Alors j'ai effectivement beaucoup, avec mes collègues, travaillé sur le scénario Négawatt. Mais bon, bien sûr, je pense qu'il n'a pas l'assurance démonstrative de l'exposé qui vient d'être fait. Et il est basé, mais je veux dire, c'est pas le débat aujourd'hui de parler de Négawatt pendant 2 heures, mais je pense qu'il est quand même basé sur des fictions et parce que finalement, beaucoup de fictions. Parce que bon, il y a des éléments, par exemple, la méthanation, qui est une fiction possible. Aujourd'hui, on est au laboratoire de quelques dizaines de kilowatts et on balance ça pendant 20 ans en termes de dizaines de milliers de mégawatts. J'appelle ça de la fiction, voilà, un exemple. Hein. Et le paradigme de l'énergie décentralisée, on voit ce que c'est actuellement en Allemagne, où finalement on utilise tous les pays limitrophes pour évacuer l'énergie renouvelable, et on crée d'ailleurs un désordre pas possible sur toutes les lignes d'ouest et d'est, uniquement pour évacuer les énergies renouvelables produites massivement dans le nord pour alimenter le sud. Donc on est loin de la décentralisation. Et le dernier élément qui est tout à fait significatif dans l'exposé, aucune mention économique.
Alors, c'est une... Pour moi, alors je termine quand même, c'est un scénario qui est irresponsable sur le plan économique et d'ailleurs qui n'arrive jamais à donner des chiffres économiques sérieux, parce que ne pas donner de chiffres, c'est éviter d'avoir de la contradiction. Alors, Chiffré. Emmanuelle va sûrement se défendre toute seule. Maintenant, ce qu'elle a bien précisé sur le scénario négawatt, c'est que c'est bien une ligne directrice c'est une ligne directrice qui permet de donner un avenir qui est réaliste ou pas, mais en tout cas qui peut fixer un avenir et qui exprime en fait un effort à réaliser pour changer de paradigme. Par contre, ce dont vous parlez sur ce qui s'est passé en Allemagne, c'est peut-être le temps qui était trop court sur la montée en puissance de l'éolien et du solaire par rapport à l'équilibrage du système électrique et à la décentralisation de la production. Maintenant, je laisse peut-être Emmanuel Berthaud répondre, mais c'était pas tellement sur le sujet énergie primaire, énergie finale, c'était plutôt sur le scénario négawatt. Avant que Madame réponde, vous voulez rappeler qui vous êtes, monsieur, parce qu'on n'a pas bien entendu. Je fais partie de l'Institut Énergie et Développement qui procède à des expertises à la demande de comités d'entreprise souvent. Merci beaucoup. Une dernière remarque sur l'énergie primaire, excusez-moi. Je pense qu'on perd... quel est le fil de la transition énergétique? Moi, je pensais, comme ça, innocemment, que l'axe principal de la transition énergétique, de la nécessité d'une transition énergétique, c'était de faire front au réchauffement climatique. Et je croyais que c'est le seul objectif central total et reconnu par tous. Et justement sur l'énergie primaire, il est assez, et c'est pas étonnant de Négawatt, parce que la finalité et la raison d'établissement de Négawatt est multiple, et je pense qu'elle a mal été définie quand même du point de vue des objectifs idéologiques. Et donc il est assez étonnant de voir la notion d'énergie primaire appliquée par exemple au nucléaire, qui contrairement aux autres énergies de stock, l'uranium ne semble pas avoir massivement d'autre utilité que de faire de l'énergie, ce qui n'est pas le cas du charbon, du pétrole et du gaz. Alors, quelques éléments de réponse. C'est vrai qu'on ne va pas passer une heure dessus. Mais au niveau justement du côté irréaliste, est-ce que c'est plus irréaliste de partir des notions physiques, des lois de la physique et de ce que nous avons disponible sur la Terre, sans essayer d'aller chercher autre chose, plutôt que de faire des paris sur l'avenir en se disant que de toute manière on va bien toujours retrouver d'autres sources, que on va arriver à un risque zéro du nucléaire. Alors comment éviter des catastrophes naturelles, comment éviter l'erreur humaine, comment éviter... Voilà. Est-ce utopique, est-ce irréaliste de penser ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord de savoir de quel côté est l'irréalisme. Sur les aspects techniques du scénario, il n'a été pris en compte dans le scénario uniquement des solutions techniques matures qui existent. Vous avez parlé de la méthanation. La méthanation, c'est une petite partie. Ça permet un équilibrage du réseau électrique, mais c'est une petite partie du scénario. Au niveau de la production de gaz, vous regarderez les chiffres, je pourrais vous les donner tout à l'heure, de la proportion de gaz produit par méthanation par rapport à la proportion de gaz produit par méthanisation, par gazéification du bois, etc. Il y en a quand même beaucoup plus par ces autres méthodes. Mais c'est également une technique mature, comme l'ensemble des techniques qui ont été utilisées dans le scénario. Au niveau économique, je vous renverrai la question, et quelles sont les analyses économiques d'un scénario tendanciel? Où est-elle? Alors justement, au niveau de Négawatt, il y a eu des analyses de fait au niveau de l'emploi, qui sont disponibles sur le site, et également des analyses macroéconomiques par rapport au PIB, par exemple, qui sont également en travaux sur Négawatt. Bon, est-ce qu'il y a une autre question qui ne remettrait pas forcément en cause le scénario négawatt, mais qui s'intéresserait aux problématiques énergie primaire ou énergie finale?
Et juste pour répondre à la question justement sur l'énergie primaire par rapport au gaz à effet de serre, effectivement, la problématique du changement climatique est une problématique indéniable, mais ce n'est pas la seule problématique énergétique du système énergétique français. Il me semblait l'avoir présenté. Merci.